Ah non, mais moi, non, j'en ai fait beaucoup, mais malheureusement, ouais, ils ont moins marché. Non, ça a commencé avec l'extension du domaine de la lutte avant Costa Gavras. J'ai fait La Boîte Noire, qui était un film de genre. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Gall, j'ai fait Le 7e jour de Carlos Saura, j'ai fait Utopia. J'ai fait... Non, j'en ai fait un paquet. Par Victor Vientard, qui là est un thriller un peu aussi pareil, policier, un film policier. Non, j'en ai fait pas mal, en fait. À chaque fois que je faisais un film d'auteur, une grosse comédie, je faisais 2 films d'auteur. Après, j'ai fait des comédies d'auteur, donc ça compte pas. Mais j'en ai quand même, quelques-uns. Ouais. Non, c'est que celui-ci était. Moi, j'aime bien. En fait, le problème, c'est que j'essaie toujours de trouver quelque chose que j'ai pas fait ou un rôle que j'ai pas travaillé. Et c'est vrai que, effectivement, après le Costa Gavras, ce type qui se battait dans le principe. En fait, dans la famille, moi, j'aime pas être simplement le père de famille, quoi. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment là, il y a une dualité et quel est le travail dans ce qui va se passer. Et c'est vrai que de se battre pour sa famille dans le film de Costa Gavras, ou en tout cas se donner ça comme élan, et d'être capable de tuer pour retrouver un travail en disant que c'est au nom de sa famille, mais en fait c'est au nom de soi, voilà. C'est intéressant. Mais ce qui était plus intéressant ici, c'est le rapport au sein même de la famille d'un homme qui utilise toute sa famille pour essayer de s'en sortir. Et ça, je trouvais ça, c'est tellement bien écrit, tellement bien amené, que, et voilà, ce rapport père-fille, et puis après ce rapport deux pères et deux filles, donc avec André Dussolier, qui lui est un père plus honnête que moi, finalement, et ce rapport avec cette première fille d'un premier mariage, qui ressemble à une odeur de réussite, et cette omnipotence que j'ai après, et au moment où j'ai mis le pied... dans le ouais, c'est ça, j'ai les deux doigts dans le pot de confiture, et l'autre qui se retrouve dans le four. Non, mais c'est ça, ouais. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le moteur. C'est ça que je trouve... Moi, j'adore les rôles ambivalents, j'adore les rôles de manipulateur, j'adore... Il y a beaucoup de choses. Je pourrais jouer Caligula, je rêve de jouer Richard III, Iago, des personnages comme ça, parce que... Et j'adore utiliser mon côté empathique pour emmener les gens dans la pénombre, ou dans le dark même. Et c'est vrai que j'arrive pas à trouver forcément des choses qui soient assez intéressantes, mais House of Cards ou des choses comme ça, des trucs de manipulation, mais je serais une crapule, mais finie, mais extraordinaire. Et en fait, c'est ce que disait, je crois, Ugo Tognazzi, il disait pour faire une belle crapule, il faut être profondément honnête dans la vie. Et c'est vrai, les vrais crapules dans la vie ont beaucoup de mal parce qu'ils n'ont pas la distance. Et moi, je m'amuse énormément à le faire. Et là, honnêtement, je me disais, comment je vais pouvoir sauver mon personnage? Comment je vais pouvoir sauver ce personnage par rapport à ce qu'il fait? Parce qu'évidemment, il est à l'encontre de ce que moi je pourrais faire à mes enfants. Mais je trouvais ça fabuleux, justement, de travailler là-dedans. Et en fait, je l'ai trouvé sur la peur de tout perdre. Et sur le fait que c'est pas une question de lâcheté, c'est une question que, quand on a on arrive à trouver des raisons. Et les raisons, c'est tout bête, mais à chaque fois que j'en parle, j'adore, parce qu'il y a toujours une femme dans la salle qui dit « Mais non, vous êtes un manipulateur, vous êtes un... » Je lui dis mais en fait, l'histoire, c'est que j'arrive, et Anne a tellement bien écrit son scénario que au moment où je vais aller au commissariat pour aller dire le truc, il y a le petit qui arrive, qui a 7 ans, puis je regarde ma fille qui en a 18, mais bon, on a l'impression qu'elle en a encore 15, voilà, une petite fille, voilà, c'est toujours ma petite fille, et je vois le gamin, et je me dis, mais tout est à volo, quoi. Si je pars, personne va être capable de réagir, même les grands-parents, ils vont pas savoir quoi faire. Je vais me retrouver, moi, broyé dans le système judiciaire, peut-être en garde à vue, machin. Non, alors évidemment, non, je vous dis non, parce que le type qui arrive, qui est honnête, il va se présenter, voilà. Grâce à Dieu, on n'est pas non plus dans un... Mais c'est ce que je me suis dit, et c'est ce que j'ai ressenti, et en fait, je me suis donné une bonne manière de faire, quoi. C'est aussi comment le dire à ce petit, enfin comment on fait pour dire ça à un petit garçon, enfin mais la vie elle est pleine d'archétypes, les archétypes, il y a une vérité dans les archétypes, mais juste le décaler un peu, quoi, tourner un peu le truc pour voir ce qu'il y a derrière, et comment c'est si on le prend sous un autre angle. Vous avez fait ce geste-là, moi je fais toujours ce geste-là quand je parle de scénario, parce que alors j'essaye toujours dans mes scénarios d'avoir des choses qui se répondent, etc., mais plus, enfin, souvent uniquement sur l'aspect psychologique.
Et là, il fallait aussi mettre en place la mécanique, qu'elle tienne, que la tension faiblisse pas, qu'il se passe des choses, qu'il y ait des rebondissements. Et c'était vraiment rigolo à faire. C'est du boulot, c'est sûr. Oui, c'est elle le rôle principal. Oui, mais... C'est elle qui voit tout du point de vue. En fait, le public ça est complètement de son point de vue, quoi, d'une certaine manière, parce que c'est elle qui prend tous les coups, les uppercuts, et en même temps, c'est une jeune adulte, quoi. Elle n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Elle se dit que voilà, elle adore son père, elle adore le mettre sur un piédestal, elle ferait tout pour son père et pour retrouver l'amour de son père, et en même temps, elle se dit quand même. Il va un peu fort, c'est un peu dur, il m'engueule. Mais elle n'est pas, oui, elle n'est pas blanc-bleu non plus. Enfin, même une jeune fille de 18 ans manipulée, enfin, elle aussi, elle y voit ses intérêts. Finalement, de perdre sa belle-mère, ça lui brise pas le cœur, parce que sa belle-mère est déjà celle qui a pris son père. Et du coup, elle aussi a son intérêt quelque part. Et puis, la rencontre avec le personnage d'André Dussolier, qui est que dans la dévastation d'avoir perdu sa fille, fait aussi qu'elle découvre, moi je dis souvent, elle découvre pas le mensonge, parce que les adolescents, on n'a pas besoin de leur faire découvrir le mensonge, ils savent assez bien ce que c'est, mais elle découvre les conséquences des actes, ce qui est difficile à mesurer quand on est très jeune. On a du mal à voir the big picture, quoi. Et puis déjà, même ce qu'il demande à sa fille, quoi, c'est terrible déjà de demander, de faire semblant de ne pas connaître ce qu'est un jeune adulte, une jeune adulte comme ça, et de la considérer tout de suite comme quelqu'un qui va prendre une charge, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'utiliser, et ce rapport, voilà, on voit bien que, bon, bah, elle représente quand même, c'est ça qui est très bien fait, c'est de voir le petit garçon roi, lui qui a pris vraiment un peu tout le faste et toute la réussite, puisqu'il a dû naître au moment où il commençait à réussir, et puis elle qui vient quand même d'un premier mariage où ça ne devait pas être la grande fête, et voilà, ça lui rappelle un peu ça, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis après, toujours ce que ça raconte, il y a des milliers de gens comme ça qui ont réussi et qui croient que, parce qu'ils sont capables de payer un iPhone, enfin tout le monde est bien, quoi. Oui, c'est ça. Tout le monde est bien. Hein, t'as le dernier iPhone, t'es content. Non, mais c'est ça. Et en fait, mais c'est quoi? Je t'offre une merveilleuse vie. Mais non, c'est pas une vie que tu m'offres. Tu m'offres des moyens matériels. Mais c'est pas une vie. Et que beaucoup des contes commencent par la maman meurt. La maman de Blanche-Neige meurt et les emmerdes commencent. La maman de Cendrillon meurt et les emmerdes commencent. La maman de Blanche-Neige. C'est celle qui a vraiment massacré plus de gens. Parce que la maman de Blanche-Neige, elle est morte depuis longtemps et la belle-mère est vraiment très mignonne. Moi, j'aime beaucoup la belle-mère. Mais tout à fait. C'est comme un départ de conte. Et que les forêts, la montagne, tout ça, évidemment, pour moi, ça évoque le conte. Oui. Mais je pensais à la grand-mère d'un ami qui lui dit « Les choses s'arrangent toujours, même mal. Et c'est ça, en fait, cette famille, ces gens, il y a de l'amour quand même. Ils vont se reconstruire un truc, c'est possible, ça va se faire, mais l'absence, c'est pour ça que j'ai fini sur le regard du petit garçon qui voit cette dame avec sa petite fille, cette absence, elle est impossible à réparer. Mais on survit. L'absence. On se construit, on peut se construire sur l'absence d'un parent, sur un malheur comme ça, et faire avec un bras en moins, et avec. C'est pas pour ça que votre vie est fichue, mais c'est une chose qui restera toujours. Il y a un fantôme dans la maison, il y a un regard sur son enfant qui sera jamais le même, il y a un regard de sa fille sur soi, comme quoi, franchement, elle a vu déjà l'autre facette et elle aura plus vraiment confiance. Mais l'amour, ça n'empêche pas l'amour quand même, ça n'empêche pas... Ouais, ça sera complexe, ça sera complexe.